j'ai vu comment le milieu médical s'est comporté vis-à-vis d'une maladie qui était une maladie nouvelle, qui questionnait, sur laquelle il y avait beaucoup d'appréhension, beaucoup de craintes, et bien des craintes qui étaient mal positionnées d'ailleurs, hein, qui étaient fausses, puisque beaucoup de gens pensaient que c'était une maladie contagieuse, ce qui n'est pas le cas, c'est une maladie contaminante, c'est une différence fondamentale. Hein. Et donc, une maladie contagieuse, par exemple, ça peut être la tuberculose. Hein. Et on a vécu, dans des époques plus anciennes, on a vécu ce que la tuberculose pouvait induire comme crainte, comme peur. Et donc, le sida, c'était pas la même chose, mais autour de cette maladie, il y avait énormément de rejet. Je me suis retrouvé, j'étais installé en ville à Aix-en-Provence, une population jeune, avec pas mal de cas de séropositivité et de sida d'emblée, hein, puisqu'il n'y avait pas de traitement à l'époque. Et donc, on s'est posé la question de comment les accompagner. Puis petit à petit, dans mon cabinet, étant donné que les médecins, les soignants, beaucoup refusaient de s'occuper de ces malades, ces malades sont venus vers les personnes qui acceptaient de les prendre en charge. Je me suis retrouvé avec une activité assez importante autour de cette maladie. Bon, c'est pas évident. Hein. Vous savez, quand on est médecin généraliste, des fois, quand on confronte nos expériences les uns les autres, on dit « mais est-ce que tu as beaucoup de décès dans ton activité ?» Comment on essaie d'évaluer un peu la population qu'on suit. On se rend compte qu'on a très peu de décès en définitive. Et là, je me retrouvais avec des décès toutes les semaines, tous les 15 jours, des gens aussi qui pouvaient se suicider dès qu'ils apprenaient leur séropositivité, parce que ça marquait quand même la cause de la contamination, et la cause de la contamination, forcément, c'était quelque chose qui pouvait être rejeté, que ce soit à travers les pratiques sexuelles, que ce soit à travers la drogue ou à travers un certain nombre de choses. Donc, il y avait quand même beaucoup de rejet. On a quand même suivi ces personnes, on les a accompagnées. Tout le monde me disait, moi j'avais un cabinet qui marchait très fort, je faisais beaucoup de pédiatrie, et tout le monde me disait, mais en fait, tu devrais faire attention parce que les gens vont partir, ils vont avoir peur. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai pas eu de baisse d'activité du tout, et les gens ont compris qu'on pouvait s'intéresser à cette maladie, accompagner les gens. Mais petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose qui allait pas dans l'accompagnement en fin de vie. Les malades atteints de sida, il n'y avait pas de traitement à l'époque, et ils finissaient leur vie dans des situations assez catastrophiques, parce que la baisse d'immunité faisait que les gens pouvaient avoir 1, 2, 3, 4 maladies opportunistes, et se retrouver à finir leur vie dans des conditions assez difficiles. Avec à la fois le rejet du milieu hospitalier, et à la fois le rejet aussi du milieu familial, bien souvent. Donc nous, on arrivait à faire un certain nombre de choses, avec un infirmier libéral, une assistante sociale, on travaillait beaucoup ensemble, et on s'est dit, mais en définitive, comment faire pour accompagner ces personnes d'une manière convenable, en sachant qu'il n'y a pas de traitement en plus, donc vraiment qu'on puisse les aider à finir leur vie dans les meilleures conditions possibles. Et on a eu envie de créer la maison, mais à l'époque, il y a quelque chose qui a beaucoup animé cette décision, c'est que quand on soignait, je vous parle d'il y a 20 ans quand même, les choses ont quand même beaucoup bougé, même s'il y a encore des écueils, mais quand on soignait quelqu'un à domicile, je soignais en même temps quelqu'un qui habitait dans un HLM à Aix, où le lit médicalisé était en plein milieu de la salle à manger parce qu'il n'y avait pas d'autre place possible, et les enfants, avant d'aller à l'école le matin, voyaient cette maman qui était dans un état catastrophique. Et en même temps, je soignais quelqu'un qui vivait dans un château, qui avait tout ce qu'il fallait autour de lui. Et puis, même si les différences de moyens existaient, la prise en charge elle était aussi compliquée d'un côté que de l'autre. Alors on arrivait à récupérer un peu du matériel chez les uns pour le mettre chez les autres. Enfin, on essayait de faire un peu ce travail de solidarité en se disant, et puis au bout d'un moment, on s'est dit, on ne tiendra pas le coup, c'est pas possible. Donc on a eu envie de créer un lieu où au moins, en se mettant à travailler ensemble, ça nous permettrait de tenir le coup. Et en se disant, si on pouvait montrer un exemple, on pourrait montrer que la fin de vie, c'est pas l'abandon, c'est pas quelque chose qu'on doit mettre complètement de côté. Vous savez, il y a 20 ans, je ne sais pas si vous étiez déjà allé à cette époque-là dans certains hôpitaux, mais les morgues, les lieux de recueillement étaient en général dans les sous-sols et bien souvent à côté des locaux de poubelles, et pas du tout dans des lieux ni confortables, ni accueillants, ni valorisés de quoi que ce soit. Et quand quelqu'un décédait dans une chambre, si vous n'arriviez pas dans les délais, la personne avait déjà disparu du lit.
Donc on a travaillé sur toutes ces questions-là. Et je me souviens, parce que ça a été très déterminant aussi, je me souviens d'une histoire d'une femme que je soignais, qui avait à peu près 35-38 ans, qui avait un VIH, qui avait une gamine de 8 ans, et comme elle était très souvent hospitalisée, c'est la maman qui s'occupait, la grand-mère en fait, s'occupait de la petite. Et donc elle était à l'hôpital, et elle est décédée vers 6-7 heures du matin, et la grand-mère n'a pas voulu réveiller la gamine en disant « je vais attendre qu'elle se réveille et je vais l'amener à l'hôpital vers 9 heures ». Quand elle est arrivée, étant donné que la loi disait que un malade séropositif devait être mis en bière dans les 4 heures, eh bien ils sont arrivés et le corps était déjà dans un cercueil zingué. Et donc du coup, cette femme a fait tout un scandale à l'hôpital parce qu'elle voulait revoir le corps de sa fille. Elle s'est rendue compte que le corps avait été mis comme ça dans le cercueil métallique, pas lavé, pas habillé, dans des conditions absolument terribles. Et donc du coup, cette femme qui a vécu ça avec énormément de violence, moi, je n'avais pas conscience que ces moments-là puissent avoir un impact aussi fort. Et donc, elle m'a appelé pour me dire sa révolte et sa colère. Et bon, c'est moi qui ai tout pris. Mais après, je peux vous assurer que dans le service, ils ont tout pris aussi. Parce que j'ai pris conscience à quel point ça pouvait avoir un impact violent pour les gens qui restent et que cette part-là de l'accompagnement ne devait pas être isolée du reste. Et tout ça a fait qu'on a travaillé notre projet sans trop savoir ce qu'on allait faire vraiment, mais on s'est dit on va l'appeler la maison. Pourquoi ? Parce que nous on travaille à la maison et quand on va chez les gens, on tape à une porte, on prend le café avec les malades, avec les familles, on est accueilli et donc on a tout un autre comportement que quand le malade est dans un milieu hospitalier qui est plus austère, où on peut avoir tendance à pas forcément taper à la porte ou pas forcément respecter la personne qui est dans le lit, qui est quand même la personne qui fait vivre le milieu hospitalier quand même. Et donc, on est parti de tous ces éléments-là et on a travaillé pendant 1 an et demi, 2 ans. On a créé l'association en 92 et on a ouvert en octobre 94. Vous savez, c'est très court. Très, très court. Mais pendant ces 2 ans, on a travaillé sur tous les fronts. À la fois sur l'aspect architectural, sur trouver un lieu, et à la fois sur l'esprit. Pourquoi on l'appelait la maison ? Et donc on est parti du domicile en disant mais à domicile on fait beaucoup de choses. On arrivait à faire des transfusions à domicile, on arrivait à faire pas mal de choses qui seraient impensables aujourd'hui. Et du coup on s'est dit en fait on va partir du domicile pour créer un lieu hospitalier. À domicile il n'y a pas de blues, donc on ne mettra pas de blues. À domicile on partage beaucoup de choses. Les familles sont intégrées dans la prise en charge du patient. Donc quand une famille est à côté d'un malade dans un lit d'hôpital, on ne le fait pas sortir. Si c'est l'épouse qui faisait la toilette, si elle veut continuer à faire la toilette, elle la fera, on sera là à côté, mais on n'imposera pas d'isoler le malade de son contexte naturel si c'est le souhait. Et on va voir comment on va intégrer justement l'entourage dans la prise en charge. Alors c'était d'autant plus complexe qu'avec le VIH, l'entourage n'était pas respecté. Il y avait les compagnons des personnes homosexuelles qui étaient rejetés par les familles, il y avait les comportements des toxicomanes qui pouvaient se faire fournir encore dans le milieu hospitalier et quand même qu'il ne fallait pas extraire de là parce que c'était la seule manière qu'on pouvait avoir de les accompagner. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote. La semaine dernière, il y avait cette semaine, un médecin qui travaillait en psychiatrie, médecin généraliste en psychiatrie et qui était à la maison et il nous entendait parler d'un malade. Et alors, on a un patient qui est VIH, qui n'est pas forcément en fin de vie, mais qui ne prend pas son traitement, qui a 2 ou 3 T4, c'est tout. Et puis, on disait, il est là depuis 1 semaine et il ne tient pas en place. Et donc, le médecin me disait, mais qu'est-ce que vous faites ? On lui dit, de toute façon, ce patient, il est accro à la cocaïne, on va lui donner une permission pour qu'il sorte 2 jours, il va aller prendre sa drogue, et quand il reviendra, on va voir si on peut reprendre le travail avec lui. Et ça paraissait aberrant qu'on puisse accepter cette situation-là. Mais en même temps, on peut accepter cette situation-là parce que c'est la seule manière d'arriver à créer le lien. Et de créer le lien, si on met un interdit, eh bien on n'y arrivera pas. Vous savez, les gens fument. Moi, je ne vais pas empêcher quelqu'un de fumer quand son espérance de vie est limitée. Donc, à la maison, on essaye de faire en sorte pour qu'il fume sur le balcon s'il peut. Autrement, il peut fumer dans la chambre. Et quand il n'arrive plus à tenir sa cigarette, les bénévoles nous aident beaucoup, les soignants et les bénévoles. On est méchants, on supprime les briquets pour être sûr que la personne ne met pas le feu à sa chambre, parce que des fois, la cigarette tombe. Mais
quand la personne veut fumer, on vient lui allumer la cigarette, on sait qu'il est en train de fumer, soit quelqu'un reste à côté, soit on n'est pas loin, on surveille pour être sûr qu'il n'y ait pas d'accident, mais on n'empêche pas les gens de fumer. Et donc, on a créé cette maison en travaillant avec Marie Denzel, d'ailleurs, qui nous a soutenus dans notre démarche. Et on est parti de tout ce qui ne nous convenait pas dans le milieu de soins, et en se disant, est-ce qu'on peut le corriger? Est-ce qu'on peut le voir autrement? Est-ce qu'on peut modifier un certain nombre de choses? Alors bon, on n'a pas été les plus inventifs qui soient, on a fait le tour des Canadiens, des Belges, des Suisses, on a vu un certain nombre de gens, et on a rencontré des gens qui avaient créé une maison qui s'appelle Villeneuve à Rive-Neuve, et qui correspondait tout à fait à ce qu'on avait envie de faire. Et donc on s'est inspiré complètement d'eux. Donc pas de blouse. Les blouses, ce sont des tenues civiles en fait, qui sont lavées sur place, qui sont utilisées et lavées sur place. Donc les gens doivent se changer pour travailler, mais chacun est là avec son style, avec sa personnalité. Alors ça crée... si vous voulez, ça enlève cette barrière de la blouse blanche, et forcément ça nous expose plus. Mais c'est une illusion de penser que parce qu'on a une blouse blanche, on n'est pas exposé. Donc je préfère qu'on court des risques, qu'on les évalue et qu'on les travaille ensemble, plutôt qu'on ait l'illusion de penser que les risques n'existent pas. Les risques, je parle de la relation, de la confrontation, de la rencontre avec l'autre. Et donc, pas de blouse. Alors des fois, il faut quand même qu'on revienne un peu là-dessus, parce que du coup, comme les gens... se sentent très à l'aise, il fait chaud dans le sud, mais il fait chaud ici aussi d'ailleurs. Donc il y en a l'été qui ont des tenues un peu trop légères, et après certains patients se lâchent, donc il faut quand même qu'on rappelle que pour que les patients ne se lâchent pas, on commence déjà par ne pas les provoquer. Bon, ça c'est un détail, mais c'est des choses sur lesquelles il faut revenir. Après on s'est dit, mais en définitive, pourquoi on ne mangerait pas tous ensemble? Puisqu'on va essayer de travailler au fil de l'eau, eh bien on va prendre nos repas tous ensemble. Et le seul moment rythmé de la journée où on est tous obligés d'être là, c'est 13h. 13h, c'est le repas, il faut tous qu'on soit en salle à manger. Il faut qu'on se débrouille d'avoir fini de travailler pour 13h, au moins la première partie de la journée. On ne commence pas à 6h du matin, mais à 8h les soins, 8h30, 9h, parce que les soins sont personnalisés. Et de ce fait... on peut très bien étaler les soins sur une journée plutôt que les faire sur la matinée. On peut très bien faire une toilette après le déjeuner si le malade a envie de dormir tard le matin. On peut très bien servir le petit déjeuner à 10h si c'est sa préférence, ou à 7h si c'est sa préférence. Mais tout ça s'organise bien sûr. Donc chaque jour, il y a un référent pour 3 malades. Nous avons 2 fois 12 malades aujourd'hui, mais au début on avait une seule unité de 12 résidents, et donc on a 4 soignants pour 12 résidents, 2 infirmières et 2 aides-soignantes. Et chacun est référent de 3 personnes. Le référent, c'est lui qui va coordonner la journée de la personne qui est hospitalisée chez nous. Si c'est une aide-soignante, c'est elle qui prend les directives de la journée, qui fera appel à l'infirmière si c'est nécessaire pour des soins infirmiers, mais c'est l'aide-soignante qui va faire le travail de coordination de la journée pour son patient. Si c'est une infirmière, c'est l'infirmière qui va coordonner le travail, mais elle fera le ménage de la chambre, parce que le ménage, c'est pas une corvée, c'est un soin. Et à partir de ce moment-là, parce que quand on fait le ménage dans une chambre, eh bien on voit comment se comporte le malade, on parle avec lui, on entend aussi ce qu'il peut dire, et on voit. Vous savez, quand nous on fait la visite, et qu'on demande à un malade s'il a mal, bien des fois il va nous dire non, parce qu'il ne bouge pas, qu'il est au fond de son lit. Et c'est quand il va essayer de se lever pour aller aux toilettes et qu'on va voir ça, qu'on se rendra compte qu'il a mal en bougeant. Ou des malades qui vont se plaindre d'être trop endormis et qui préféreront garder encore une douleur, parce que ça veut dire qu'ils sont encore vivants, plutôt que avoir leur douleur complètement éliminée et ne plus avoir de contact ou de relationnel avec les autres. Donc ça fait partie des fondements. Et puis après on se disait, bon, la visite. Vous savez, quand on voit arriver tous ces gens dans une chambre et tout ça, ça me rappelle aussi une histoire. C'est qu'on avait fait une formation dans une clinique et les gens nous disaient, on est très embêtés parce que on fait la visite, on est avec le chef de service, on est 4, 5, 6, mais quand on a un malade en fin de vie, on n'entre pas dans la chambre pour ne pas le déranger. Et donc on est mal à l'aise parce qu'on a le sentiment de l'abandonner et en même temps on ne veut pas rentrer pour ne pas déranger. Mais bien sûr que c'est un abandon total. Alors qu'on peut tout à fait rentrer dans cette chambre
une personne et dire on fait la visite, est-ce que vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à nous appeler. Ça prend quoi, 2 minutes, 3 minutes, même pas. Et ça crée une relation qui n'a rien à voir. Tandis que les gens se rendent compte que quand vous faites la visite, vous sautez la chambre, ça veut dire quelque chose. Il y avait un hôpital qui a fermé maintenant à Marseille. Eux, c'était encore plus caricatural parce que c'était que des chambres à 2 lits. Mais il y avait une chambre à 1 lit. Et quand le malade allait mal, on le transférait dans une chambre à 1 lit. Ben, je peux vous dire qu'il y en a plus d'un qui ne voulait pas y aller dans la chambre à 1 lit. Hein. Parce qu'ils avaient vu ce qui se passait, quoi. Donc ils ne voulaient surtout pas être seuls. Donc il faut faire attention des fois à ce qu'on installe, à ce qu'on instaure et à ce que ça peut produire. Donc la visite supprimée, et on ne travaille que par 1 ou 2 dans la chambre, pas plus, chacun dans sa catégorie professionnelle, et on fait une visite sur dossier dans un salon tous les jours de 14 à 15 heures, où sont présents l'équipe du matin qui fait 8-15 heures, ou l'équipe de l'après-midi qui fait 14-21 heures, les équipes de nuit font 12 heures, et pendant ce temps-là, tout le monde est habilité à intervenir sur la prise en charge des patients. Les soignants, le médecin, l'infirmière, la psychologue, le cuisinier, l'agent de service, le bénévole, toutes les personnes qui sont présentes dans la maison et qui participent à la vie de la maison peuvent participer à cette réunion de transmission. Et tout le monde est tenu au secret professionnel. Alors quel intérêt ? L'intérêt, c'est qu'il y a une cohérence par rapport, au moins sur la journée qui va suivre et sur ce qui s'est passé, par rapport à la prise en charge de la personne. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir, quand on est malade, que d'avoir plusieurs interlocuteurs, de fait, et personne n'est capable de dire la même chose. Parce qu'on n'est pas au courant, on ne sait pas. Ah ben j'étais pas là hier, c'est pas moi qui ai fait la nuit, c'est pas moi qui ai fait... Et ça c'est terrible pour la personne malade parce qu'elle a le sentiment tout de suite qu'on lui cache quelque chose. Alors qu'on ne lui cache pas forcément quelque chose, c'est qu'on n'est pas au courant tout simplement. Et aujourd'hui, avec les temps de transmission qui ont été très très réduits, ben, évidemment c'est encore plus compliqué. Donc tous les jours, de 14 à 15, on a dans l'unité... Alors si je reprends l'histoire du début, quand on a créé la maison, évidemment personne ne voulait de nous. Et on a eu beaucoup de mal à ouvrir parce que le sida n'était pas du tout porteur. Mais une ville nous a accueillis, Gardanne. C'est la seule ville de toute la région qui nous a accueillis. C'était notre dernière chance. Et on avait trouvé une clinique complètement désaffectée, complètement en ruine. Et on a réussi à ouvrir ce lieu parce que on nous a donné des autorisations. Mais surtout parce qu'à l'époque, ils étaient bien contents de trouver un endroit où on pouvait se débarrasser des malades du sida. Parce que ça se passait comme ça. Et vous savez, ça se reproduira peut-être encore. Parce qu'on l'a vu pour la maladie de Creutzfeldt-Jakob, chaque fois qu'on a une maladie nouvelle sur laquelle il y a des craintes, la première attitude, c'est le rejet. Avant d'essayer de comprendre et d'essayer d'analyser où sont les risques réellement. Et bien des fois, il y a des malades qui sont refusés dans certains lieux de soins parce qu'il y a un imaginaire sur la situation beaucoup plus que sur la réalité. Là, on m'a appelé ces jours-ci pour une malade qui est sous méthadone. Et donc, personne ne veut la prendre en charge parce qu'elle est sous méthadone. En maison de repos, ils ne veulent pas la prendre en charge. Bon, elle a une grosse pathologie. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que ça veut dire parce qu'elle est toxicomane et qu'elle risque encore d'utiliser des produits. Alors, pendant combien de temps on n'a pas donné de morphine aux toxicomanes parce qu'on avait l'impression qu'on les entretenait dans cette dépendance ? Il fallait traiter la douleur au même titre que les autres, quelles que soient, assumer les conséquences. Mais c'est difficile parfois dans l'imaginaire d'accepter ces situations-là. C'est en ce sens-là que le soin palliatif a de l'intérêt, parce qu'il va permettre d'avoir une vision auprès du patient, auprès de la personne, qui est une vision beaucoup plus respectueuse de ce que peut être l'autre. Respecter l'autre, ça ne veut pas dire adhérer, ça ne veut pas dire être d'accord, mais ça veut dire respecter ce qu'il est. Même si on n'adhère pas, si on n'est pas d'accord, ça lui appartient. C'est pas toujours facile. Je pense encore à une histoire, là, mais récemment, on a eu un patient qui sortait de prison. Et ce patient qui sortait de prison, il avait été en prison pour viol, et il avait sur lui des tatouages avec une femme, les jambes écartées. C'est un tatouage extrêmement agressif. Bien, je peux vous dire que c'était difficile pour les infirmières
d'avoir cette image-là, de soigner cet homme et d'être confronté à ça. Eh bien, il y a des gens qui ne pouvaient pas rentrer dans sa chambre. Et on a travaillé ça en groupe comme on a pu, on a essayé, on l'a accompagné jusqu'au bout, avec toutes les difficultés que ça pouvait comporter, mais il a quand même eu des soins jusqu'au bout et des soins de qualité jusqu'au bout. Mais toutes ces situations-là ne peuvent pas se vivre de façon isolée. Elles ne peuvent se vivre et se partager que justement s'il y a un travail d'équipe et un travail de groupe qui permet à la fois de respecter le fait qu'un soignant ne puisse pas aller jusque-là, mais qu'un autre puisse le faire et qu'on ne soit pas dans le bon et le mauvais soignant. Tu sais, il y a des malades qui manipulent des fois un peu ça, le bon, le mauvais soignant. Il y avait une malade là, qui a une sclérose latérale amyotrophique et je pense à un patient qui a créé une association qui est très dynamique et qui ne viendra plus chez nous. Il est très fâché après nous parce que je l'ai engueulé, mais enfin je l'ai engueulé parce qu'il vraiment il avait une attitude. Et lui il notait les infirmières. Il les notait et puis il me disait non mais c'est de l'humour quoi. Et c'était pas acceptable, absolument pas acceptable qu'il note les infirmières. Mais c'était une manière un peu de hiérarchiser et de pouvoir posséder plus certains par rapport à d'autres. C'était absolument pas acceptable. Donc sur les fondements de la maison, quand on a créé, quand on a ouvert, c'était un peu difficile parce qu'on était tellement militants et tout, les malades n'avaient même pas le temps d'appuyer sur la sonnette, qu'on était déjà 3 dans la chambre. Bon, ça a changé quand même maintenant. Mais quand même, on est très réactif parce que ça, c'est important. Puis 4 soignants pour 12 malades, c'est bien. Après, il y a un autre fondement, c'est que moi, j'étais très réactif sur le fait que quand on appelle l'hôpital pour avoir des nouvelles, pour savoir ce qui se passe pour un patient, on dit c'est pas moi, j'étais pas là, celui de la nuit n'est pas là le jour et tout. Donc on a dit ça nous on peut pas l'accepter comme ça. Donc les gens travaillent jour et nuit. Ils font un roulement jour et nuit, ils font un roulement sur 2 mois et pendant les 2 mois, ils ont 7 nuits à faire par groupe de 2 ou 1 à la fois et après ils ont 3 jours de repos. C'est la raison qui font que les gens s'en vont de la maison la plupart du temps. Ceux qui partent, c'est à cause de ce roulement-là, parce que c'est compliqué, c'est difficile. Mais on a très peu de départs, très très peu de turnover du personnel. Donc ça, c'était les fondements. On démarre la maison, 94, pas de traitement, puis 97, 98, les premiers traitements arrivent. Mais d'emblée, on avait 12 lits, et d'emblée, on disait 10 lits pour les patients en VIH, 2 lits pour les patients d'une autre pathologie. Parce que ce qui nous paraissait important, ce n'était pas d'accompagner une maladie, mais c'était d'accompagner un malade, quelle que soit son histoire et sa maladie. Bien sûr que nous, on arrivait sur un terrain particulier, mais on se rendait compte que les problématiques pouvaient être exactement les mêmes, quelle que soit la maladie à laquelle la personne était confrontée. Et on avait quelque chose de particulier, c'est que les malades atteints de sida nous disaient « Ne dites pas à ma famille ce que j'ai, parce que je serai obligé de dire comment je l'ai attrapé. » Et les malades atteints de cancer, c'est les familles qui nous disaient « Ne lui dites pas, ça le tuerait. » Et pendant des années et des années, on a trahi le secret professionnel allègrement, en se fichant complètement de l'application du secret professionnel. Théoriquement, aucune loi ne nous autorise à donner un diagnostic à la famille et pas aux malades. C'est le contraire. Après, avec les plans successifs, dont le plan Chirac sur le cancer, et les effets d'annonce, et les consultations d'annonce, les choses ont changé quand même. Mais là aussi, il faut être très attentif. Les lois ne sont pas là pour dire « vous devez faire comme ça ». Les lois, c'est un cadre. Et après, on doit, avec ce cadre-là, essayer de voir comment on fonctionne. Consultation d'annonce, je fais des petites apartés comme ça, mais parce qu'il y a des flashs qui me reviennent au fur et à mesure. Mais quand il y a eu le travail sur la loi Leonetti et Claes, et je pense que Régis a dû vous en parler, c'est le professeur Sicard qui a fait le tour de France. Et donc on a été auditionnés les uns et les autres, et puis on a voulu le revoir parce qu'on n'était pas très contents, et on s'est fait engueuler. Il m'a dit, écoutez, vous comprenez, vous les soins palliatifs, on sait que ça se passe bien en soins palliatifs, donc vous n'allez pas me casser les pieds. Moi, ce que je veux, c'est que les soins palliatifs, les gens soient accompagnés justement quand ils ne sont pas dans une unité de soins palliatifs. Et il a tout à fait raison. Et le développement des soins palliatifs, c'est pas de créer des structures partout, c'est que la culture palliative se développe en tache d'huile de telle façon que quel que soit l'endroit où vit la personne, elle peut accéder à des soins de qualité. Et ce sont les bénévoles, d'ailleurs, qui vont être souvent le lien
entre tout ça. Hein. Vous allez à domicile et tout, c'est pas vrai partout, mais dans beaucoup d'endroits, les soins palliatifs se sont développés sur l'impulsion du bénévolat. Et d'ailleurs, la SFAP a été portée pendant longtemps par les grandes associations de bénévoles. Donc vous pouvez être fiers de votre travail parce que c'est ce qui porte. Et il y avait une infirmière qui était là, donc ils étaient 4 en face de moi, et moi j'étais seul à être auditionné à ce moment-là. Et elle me dit, vous savez, moi je suis infirmière et j'ai eu un cancer du sein. Et donc je suis allé à l'hôpital, et vous savez, même en tant qu'infirmière, c'est quand même dur on imagine le pire, tout ça. Et puis quand le médecin m'a annoncé, j'avais du mal à intégrer ce qu'il me disait, et on m'a dit, il y a la consultation d'annonce, allez à la consultation d'annonce. Et elle est allée voir l'infirmière, et elle y va avec une amie, donc l'infirmière est assise, lui dit asseyez-vous là, et elle dit à l'amie asseyez-vous là-bas, un peu plus loin. Et elle se met en face d'elle et elle attend. Elle lui dit alors, et cette infirmière à qui on venait d'annoncer le cancer, elle se disait je ne sais pas quoi raconter, elle était un peu désarçonnée. Et l'infirmière en face commence à taper sur la table en disant si vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça, en ne disant rien, il faut que vous soyez en colère, il faut vous battre. Et elle dit, au fur et à mesure que je me faisais engueuler, je m'enfonçais dans mon siège. Donc, tout ça pour dire qu'une loi, c'est une chose, c'est un cadre. Et après, comment on l'applique, hein? Il faut être très vigilant. Et c'est pour ça qu'en France, on vous parlera, la juriste vous parlera de la loi Claes et Leonetti, mais c'est intéressant ce qui s'est fait autour de cette loi. Et il y a quand même plusieurs lois. Il y a la loi de 99 qui dit que tout le monde a accès aux soins palliatifs. Elle n'est pas appliquée. Il y a la loi de 2002 de Kouchner, la loi des droits des malades, et 2005. Ces 2 lois-là sont fondatrices parce qu'elles ont donné une autre dimension dans la relation soignant-soigné. Et aujourd'hui, vous n'avez plus, théoriquement, ce rapport de force entre le médecin et le malade. En principe, c'est un travail de partenariat et ce n'est plus une attitude paternaliste. Je dis en principe. Mais ces lois, elles posent les choses de façon différente, c'est-à-dire que jusqu'à 2005, on avait obligation de soins, même si le malade ne le voulait pas. Aujourd'hui, on a obligation d'écouter ce que demande le malade. On peut essayer de le convaincre d'autre chose, si on pense que c'est mieux, mais avant de le convaincre de penser que c'est mieux, il faut être sûr que c'est vraiment mieux pour cette personne-là. Et pas uniquement essayer d'obtenir ce qu'on aurait envie d'obtenir, comme si c'était pour nous-mêmes. Donc je reviens sur la maison, les traitements arrivent, de moins en moins de malades de sida à une époque, de plus en plus de malades atteints de cancer et de maladies neurologiques comme la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot. Et là on se rend compte qu'on n'y arrive plus avec 12 lits à répondre à la demande, et surtout on voit que les progrès sont naissants, et qu'avec les progrès, bien, on construit une nouvelle catégorie de malades. On a des progrès dans le cancer, on a des progrès dans le sida, et on a des progrès dans les maladies neurologiques, même si on n'a aucun traitement. On accompagne mieux les malades, ils vivent plus longtemps. Il y en a qui retournent au travail, il y en a qui revivent normalement, et puis il y en a qui s'aggravent plus longtemps et qui se dégradent encore plus. Malades atteints de sida avec des atteintes neurologiques, neuropsychiatriques, plus personne ne les veut. Malades atteints de cancer avec des évolutions telles qu'ils ont des pansements qui nécessitent 2-3 heures de soins par jour. Qui peut les prendre en charge? C'est compliqué, certainement pas les maisons de repos. Et les malades atteints de maladies neurologiques, avant, un malade qui avait une maladie de Charcot, on lisait dans tous les livres, une espérance de vie de 2 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie, elle est de 10 ans. Mais dans quelles conditions? Et quels moyens on donne aux gens de vivre ce qu'ils sont amenés à vivre? Et vous savez, dans le sida, tant qu'il n'y avait pas de traitement, tout le monde était à la même enseigne. Mais à partir du moment où il y a eu des traitements, et il y a des encore plus difficiles, on laisse un peu dans l'abandon de leur vie au quotidien et avec des familles qui sont en grande difficulté pour les accompagner. Donc on a rencontré Kouchner en 2001 et on lui a dit voilà, on voudrait agrandir parce que on pense que il faut avoir des lits de répit, il faut avoir des lits qui permettent à des malades à long terme de pouvoir venir de temps en temps se poser chez nous pour que les familles respirent et qu'ils puissent vivre autre chose. Et faire des séjours de répit de 3 semaines, 1 mois qui permettent aux familles de souffler. Et en même temps, on a dit on voudrait créer
un hôpital de jour, mais qui soit uniquement axé sur l'art, la culture, et pas du tout sur le soin infirmier classique ou médical, mais sur le soin beaucoup plus global. Et à travers des ateliers créatifs, à travers un travail sur le corps, arriver à redonner aux gens une estime de soi et leur permettre de continuer à avoir envie de vivre quand on sait que le temps est compté. Mais vous savez, il est compté pour tout le monde, le temps. Mais quand on est en bonne santé, on oublie. Quand on est malade, on n'oublie pas. Et donc c'est difficile des fois de continuer à vivre quand on sent qu'il y a ce temps-là qui est compté, et ce compte à rebours. Et on a réussi à créer cet hôpital de jour qui fonctionne très bien d'ailleurs, avec 5 personnes accueillies de l'extérieur et les malades hospitalisés qui peuvent en bénéficier. Alors on est dans une ville communiste à Gardanne, et vous savez, les villes communistes sont souvent bien gérées avec un tissu associatif très très étoffé. Et du coup, on peut sans moyens arriver à faire fonctionner notre hôpital de jour avec énormément de possibilités. On a toutes sortes d'ateliers, que ce soit de la danse, que ce soit de la musique, que ce soit de l'écriture, que ce soit... qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, je n'ai pas tout en tête, mais de la sculpture, de la peinture. Et on a des ateliers de travail sur le corps avec des professionnels, que ce soit du shiatsu, de l'ostéopathie, avec des écoles avec qui on a des conventions, les élèves viennent travailler chez nous, et on arrive comme ça à faire un certain nombre de choses. Mais avec le milieu associatif, par exemple, avec l'école de musique de Gardanne, les enfants viennent répéter chez nous 1 fois par mois. Ça fait une animation dans la maison, et puis les enfants aussi, ça fait un questionnement, une réponse. Et d'ailleurs, on est en train de monter un spectacle avec eux, vous êtes trop loin, mais c'est le 7 mai. Et le 7 mai, il y a l'école de musique de Gardanne, de Rousset, l'école des petits chanteurs de Gardanne, qui vont être sur scène. Quelqu'un a écrit une comédie musicale pour eux. Ils vont avoir un orchestre philharmonique devant eux de 80 personnes, et ils vont chanter devant 1000 personnes. Et ce spectacle, c'est l'aboutissement de l'année de travail. Nous, il va être filmé, ils auront le DVD du spectacle, et pendant l'année, on est allé rencontrer les enfants, et on a parlé avec eux de la mort, du sida, de la fin de vie, et ça a été d'une pertinence, les questions absolument incroyables. C'est comment on peut arriver avec un sujet aussi difficile à promouvoir, arriver quand même à intégrer et à être dans la société, parce que c'est un vrai problème qui nous concerne tous, de savoir comment on peut se soutenir les uns les autres quand on est en difficulté. Donc on ouvre en 2003 l'extension, et on ouvre aussi notre première équipe mobile. On l'ouvre en 98 en fait, mais on crée un réseau qui s'appelle Respect 13 maintenant, et ce réseau, dont je suis le président depuis presque le début en fait, ce réseau, en fait, c'est une petite cellule de coordination qui réunit toutes les demandes du département, et les demandes du département repartent sur 5 équipes mobiles qui émanent chacune d'un hôpital ou d'un établissement de santé qui a une unité de soins palliatifs. Et donc le département est divisé par 5 territoires, on va dire, mais les territoires ne sont pas des frontières. S'il y a un secteur qui a moins de travail, il prendra des malades de l'autre secteur d'à côté. Et avec des petites équipes de 2 infirmières, un médecin à mi-temps, un psychologue à mi-temps, un secrétariat, on arrive comme ça à couvrir tout le département et à faire un système d'astreinte et de garde, puisqu'on peut se déplacer la nuit et le week-end. Donc l'année dernière et l'année d'avant, on a pris en charge 1200 situations à domicile, dont la nuit et le week-end, moins de 15 hospitalisations. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait simplement en répondant, temporiser, faire attendre le lendemain et éviter que quelqu'un se retrouve à l'hôpital dans un moment de panique, qu'on peut tout à fait comprendre. Donc les réseaux, il faut se battre pour avoir les moyens, il ne faut surtout pas que ça s'arrête, parce qu'on a été en danger, mais a priori là, on est moins. Donc aujourd'hui, la maison va ouvrir le 15 juin 14 lits de long séjour. Alors vous savez que la tarification activité, les systèmes économiques sont très pervers, et en soins palliatifs, c'est pas une vraie tarification activité, c'est ce qu'on me dit à chaque fois, mais en même temps c'est une réalité. La moyenne nationale en soins palliatifs est de 14 jours. Vous devez vivre ça, c'est la moyenne nationale. Nous, on est à 25 jours. Mais nous, on fait ce qu'on veut parce qu'on n'a pas de directeur sur le dos, c'est moi le directeur. Mais dans les établissements de santé, les services sont souvent contraints, et on leur dit que si la moyenne de séjour est moins bonne, c'est moins rentable pour l'hôpital, et donc il y a des pressions des fois pour qu'on ne prenne des gens
qu'en fin de vie. Alors que le séjour d'un patient en soins palliatifs, ça ne doit pas être la durée de séjour qui intéresse, ça doit être la pertinence du séjour. Il y a des gens qu'on peut être amenés à garder 3 mois, c'est une pertinence de séjour, et pas la durée de séjour. Et pourquoi c'est ça? Parce que vous avez un tarif du 1er au 12e jour qui est de 6 000 €. Si la personne décède au 3e jour, au 9e ou au 12e jour, c'est 6 000 €. Et à partir du 13e jour, c'est 400 € par jour. Les 12 premiers jours, ça fait une moyenne de 500 € par jour, c'est-à-dire qu'à partir du 13e jour, vous perdez 20%. Donc, certains directeurs d'hôpitaux qui font du gras sur les soins palliatifs pour combler les déficits des services à côté ont tendance à verrouiller le plus possible. Et là, il ne faut pas se laisser faire, parce que si on parle de parcours du patient, un patient qui sort d'une unité de soins palliatifs, il ne devient pas gratuit le lendemain. Il va quand même continuer à coûter à la société, et bien souvent, il va coûter au moins autant, sinon plus, et dans un confort qui est moindre. Donc il faut qu'on arrive à se battre pour abolir ça, mais bon, on a du mal, et pour que surtout, on n'ait pas cette notion de durée de séjour, parce qu'il y a des patients, il faut les garder. La jeune femme qui vit maintenant dans un appartement thérapeutique, on l'a gardée 6 mois. Une première fois, 3 mois une deuxième fois, 2 mois une troisième fois, et maintenant elle vit dans un appartement thérapeutique. On a gardé un malade qui avait une sclérose latérale amyotrophique 10 ans. Il était appareillé, il a vécu pendant 10 ans, sans traitement, simplement en faisant attention à lui, en le nourrissant convenablement et tout. Et alors, pourquoi on ne l'a pas mis ailleurs? Parce que c'est 4 heures à 8 heures de soins par jour. Pas grand monde qui s'est précipité pour nous le prendre. Mais avant qu'il soit chez nous, il vivait en réa avec un prix qui était 4 fois plus élevé que le nôtre. On ne nous a pas embêtés là-dessus. Donc on a décidé de créer une unité de soins de longue durée, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des gens qui peuvent avoir envie de prendre le temps de mourir et qui en ont marre d'être ballottés d'un endroit à l'autre, parce qu'il y a des gens seuls, parce qu'il y a des gens en difficulté, et donc on a demandé l'autorisation d'ouvrir une unité de soins de longue durée. Les unités de soins de longue durée existent en France pour les gens de plus de 60 ans. Nous, c'est une unité de soins de longue durée pour des gens de tout âge, toute pathologie, quelle que soit la situation, et on pourra les garder 1 mois, 2 mois, 3 mois, plusieurs mois s'il faut. Et donc, l'intérêt, si vous voulez, parce que 14 lits, c'est pas beaucoup, mais c'est largement suffisant pour nous, mais c'est d'ouvrir une brèche. Et donc, le ministère nous a donné cette autorisation, et dans l'année qui suit, il y a un cahier des charges qui va être construit pour pouvoir justement ouvrir ce type d'unité dans d'autres régions de France, parce que le besoin existe partout. On n'a pas inventé le besoin, on a simplement réussi à avoir les autorisations et les moyens pour ouvrir, mais on sait à quel point c'est important partout de pouvoir créer ce genre de structure et de permettre aux gens de prendre leur temps. Dans les soins palliatifs, ce qui compte, c'est d'accompagner la personne qui s'en va, mais c'est aussi d'accompagner ceux qui restent. Un accompagnement de qualité va diminuer le risque, évidemment, de deuil pathologique. Et on voit toutes ces familles qui reviennent nous voir et qui sont attachées à nous parce qu'ils ont vécu un accompagnement, et ça, on le vérifie dans toutes les unités de soins palliatifs. Donc, sur l'évolution de la maison, on essaie en fait de s'adapter à l'évolution des patients. Et aujourd'hui, les soins palliatifs se développent en France, il y a des projets un peu partout aussi qui existent. Mais ce que j'aurais aimé, c'est que ça se développe sur le même principe, c'est-à-dire que aujourd'hui, nous, on peut accueillir les gens à la journée pour venir dans les ateliers créatifs. On peut aller chez eux avec les équipes mobiles et on peut les prendre à court, moyen et long terme. C'est-à-dire quelqu'un qui est identifié en soins palliatifs ou en difficulté de vie par rapport à une maladie grave, évolutive, mortelle, eh bien, on peut les suivre sur du long terme et en essayant de s'adapter à ses besoins et de voir à quel moment c'est important qu'on puisse les accueillir ou qu'on puisse aller les voir chez eux. Et on fait comme ça un accompagnement qui est à long terme, sur lequel d'ailleurs on a d'énormes surprises, parce que je le dis d'ailleurs dans le film, c'est compliqué de dire qu'on n'est pas un mouroir, on a 320, 330 admissions par an, on a 200 décès par an dans la maison. Et si aujourd'hui on devait comptabiliser depuis 20 ans que la maison existe, je pense qu'on a accompagné plus de 10 000 personnes. Donc on ne peut pas dire que la mort, c'est le hasard chez nous. Mais en même temps, si on veut que la vie existe et qu'on soit vraiment un lieu de vie,
c'est ne pas perdre de vue que tout est possible jusqu'à la dernière minute. À partir du moment où on en a envie, quels que soient les désirs et quels que soient les risques. On a des malades qui font de la voile, d'autres qui font le baptême de l'air, d'autres qui vivent des expériences particulières. Ils l'ont souhaité, ils sont assez grands et assez adultes pour le décider. Jamais à aucun moment on dira à un malade c'est pas bien. Oui, à partir du moment où vous mesurez les risques, c'est votre choix. Et il y a quelques années, on a un patient qu'on aimait beaucoup d'ailleurs. Il venait régulièrement chez nous. Lui, il avait un VIH, une hépatite C, une hémiplégie, une insuffisance hépatique. Il avait une insuffisance respiratoire. Il avait une quarantaine d'années. C'était un ancien toxicomane. Et alors, mais c'était quelqu'un qui avait toujours le sourire. Et il venait régulièrement un peu se ressourcer chez nous. Il avait fait le baptême de l'air et ça lui avait beaucoup plu. Et donc, il a voulu le refaire. Il a refait le baptême de l'air, et puis en sortant de l'avion, il poussait le fauteuil d'un malade, et il est tombé raide mort. Quelle responsabilité on a? Je ne peux pas ne pas penser que le fait qu'il soit monté dans l'avion, ça a certainement contribué à précipiter sa mort. Il s'est peut-être passé quelque chose sur le plan circulatoire que je ne pouvais pas prévoir, mais peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On l'amène dans un lit, on dit à la famille qu'on l'a retrouvé mort dans son lit, on cache la vérité, on dit la vérité, qu'est-ce qu'on fait? Alors on a dit la vérité à la famille. On l'a évidemment rapatrié le corps, on l'a mis dans sa chambre, on a prévenu la famille. Et la famille nous a dit, la dernière fois qu'il est venu dans l'avion, vous aviez fait des photos, il avait un sourire magnifique, est-ce que vous avez refait des photos? On a dit oui. Alors c'est très caricatural parce que les malades sourient, mais les infirmières qui sont obligées de monter dans l'avion, vous voyez la tête qu'elles font, elles, on voit quand même qu'elles sont obligées. Et donc, ils ont demandé à voir les photos, ils nous ont remerciés. Vous savez, on dit souvent, faut pas faire ci, faut pas faire ça, c'est pas bien, c'est pas bon. Quand il reste quelque temps à vivre, qu'est-ce qu'il y a de plus dangereux que de mourir? Des fois, on nous appelle en disant, oui, mais on voudrait admettre le malade chez vous parce qu'il tombe tout le temps. Et alors, vous croyez que chez nous, il va tomber 2 fois plus, parce qu'on n'est pas derrière lui, alors qu'à la maison, il y a toujours peut-être plus de monde qui peut être auprès d'un seul malade. Nous, il y a plein de malades, et je leur dis, oui, on peut le prendre, mais il tombera autant chez nous que chez vous. Donc, il faut faire attention à cette notion un peu de sécurité, qui est une manière de verrouiller les gens et de prendre le pouvoir sur l'autre parfois. L'interdit, c'est l'autorisation pour celui qui interdit. Et il faut se méfier de ça. Dans nos métiers, on est assez fort. Alors, qu'est-ce que je pourrais encore vous raconter sur... parce que j'ai parlé un petit moment, là, je crois. On a quand même... Moi, ce que je trouve de vivant dans les soins palliatifs, c'est évidemment la relation à l'autre, mais la relation entre nous. On ne peut pas bien travailler si l'équipe n'est pas saine. Et des fois, on me dit, vous savez, vous avez bonne réputation et tout, vous occupez bien des malades. Alors, en termes de provocation, je dis, c'est pas mon problème, ça. D'abord, on s'occupe bien de l'équipe. Et s'il y a un vrai esprit d'équipe, s'il y a un vrai travail dans lequel tout le monde sait pourquoi il est là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de difficultés, qu'on n'a pas de conflits, qu'on n'a pas de tensions. C'est comme partout, dans tous les milieux du travail. On est 80 salariés et 30 bénévoles. Comment voulez-vous que ça se passe? Bien sûr qu'il y a toutes sortes de situations. Mais si la priorité, c'est de réfléchir à l'équipe, je sais que les malades seront bien pris en charge, je sais que les familles seront bien prises en charge. Et vous savez, on est tous bons, tous gentils, de façon isolée. Et en groupe, on devient méchant, désagréable et irrespectueux. Ce que l'individu est capable de construire, le groupe est capable de le détruire. Et on le voit dans les institutions. On voit des comportements de gens vis-à-vis des personnes malades qui sont inacceptables. Pourtant, ces personnes-là, vous les prenez à part, elles sont capables de comprendre, elles sont aussi humaines. Mais l'institution construit des difficultés. L'autre jour, je vais à l'hôpital voir un patient qui était un de nos bénévoles d'ailleurs. Je rentre dans la chambre et puis on me demande de sortir de la chambre parce qu'on va mettre une deuxième personne âgée sur le lit d'à côté. Donc je sors, bien entendu, mais je me mets dans le couloir, mais la porte reste grande ouverte. Et puis le brancardier et l'infirmière amènent ce malade. L'infirmière avait le téléphone comme ça, elle continue à parler au téléphone en amenant le malade. On le dépose dans un lit, on se demande comment. Et elle continue à parler, à rigoler comme ça. Bon.
là-dessus, je rentre dans la chambre, le monsieur me dit j'ai envie de vomir, je suis pas très bien et tout, donc je trouve un haricot, l'aide-soignante arrive, et il vomit quelque chose d'assez noirâtre, donc on s'inquiète, et l'aide-soignante appelle l'infirmière. Et l'aide-soignante, le malade dit non, mais vous inquiétez pas, j'ai mangé de la ratatouille, elle était bonne d'ailleurs, bon, mais en tout cas, il n'était pas en forme. Et l'infirmière crie du bout du couloir, non, non, je viens pas, je risquerais d'en rajouter une couche. C'est pas possible des choses comme ça. Pourtant, c'est des choses qu'on voit tous les jours partout. C'est-à-dire que c'est sur des choses simples qu'on modifie nos pratiques. C'est pas, bien sûr qu'il y a des manques de personnel, bien sûr qu'il y a des difficultés. Je suis mal placé pour dire ça, nous on manque pas de personnel. On a moins de 5% d'absentéisme. Pourquoi? Les gens ils sont payés pareil qu'ailleurs. C'est pas facile de travailler en soins palliatifs, mais il y a quand même une dimension qui est redéveloppée en nous, qui est quand même cette dimension humaine, qui est la motivation souvent d'avoir fait le métier de soignant. Et qui après est un peu perdue, mais par les difficultés que les gens retrouvent. Les difficultés par le manque de personnel, par le manque de respect qu'il y a vis-à-vis du personnel et toutes ces situations-là. Donc évidemment, cette infirmière, je suis allé la voir après. Je crois qu'elle s'en souvient encore, mais je pense qu'elle m'a pris pour quelqu'un de un peu fêlé. Mais c'est inacceptable, absolument inacceptable, ce qu'on finit par faire parfois dans la relation à l'autre, sur des rapports de soins, sur lesquels n'importe qui ne le ferait pas avec son voisin ou avec le commerçant du coin. Et ça, je pense que c'est une dynamique sur laquelle, je ne sais pas comment on peut arriver à le corriger, mais c'est absolument nécessaire qu'on y travaille, parce que c'est ce qui aussi met après en confrontation les familles, les malades et les soignants. Et on ne peut pas... Après, à partir du moment où les choses ont démarré, ben les familles ne sont pas contentes, les soignants sont agressés, ils ne méritent pas d'être agressés, et on se retrouve dans des situations de tension dans certains services qu'on pourrait complètement éviter. Alors c'est vrai que moi je trouve que l'avantage des soins palliatifs, ben, c'est vraiment une manière de travailler qui est très humaine. Je ne crois pas que l'objectif ce soit de créer que des lieux où les gens vont aller finir leur vie. Je crois que nous, on le voit sur ces 5 dernières années, on voit à quel point il y a de plus en plus de situations de plus en plus compliquées qui viennent chez nous. Et nous, on doit être là pour prendre les situations les plus complexes. Mais les soins palliatifs doivent se développer partout, quel que soit l'endroit où les gens veulent finir leur vie. Et c'est ça l'objectif qu'il faut qu'on arrive à atteindre, c'est développer la culture palliative pour permettre que cette tache d'huile vraiment s'étende et que tout le monde y trouve son compte. Quand on parle de la maison, on donne toujours l'impression qu'on a beaucoup de chance, hein, d'avoir les moyens, mais c'est pas arrivé tout seul, c'est beaucoup de travail. Et en tout cas, c'est porté à la fois par les équipes et à la fois par tous les gens qui nous ont fait confiance et qui continuent à nous faire confiance, pas parce qu'ils nous font beaucoup de dons, parce qu'ils sont là avec nous, on mange des gâteaux toutes les semaines, j'en peux plus. Enfin voilà, il y a tout ce qui fait qu'il y a vraiment des tas de choses qui se passent sur le plan humain qui n'ont pas de prix. Je vous remercie. Des moyens qui ne vous les donnera pas parce que vous ne rentrez pas dans le moule, on devient plus royaliste que le roi. Parce que la tarification à l'activité, elle n'est pas faite pour que les séjours soient courts. Elle est faite pour une prise en charge qui a été estimée financièrement comme ça. Et quand vous n'avez pas les tarifs entre les mains, mais si vous êtes sur une moyenne de séjour de 14 jours, votre hôpital, il fait sur 10 lits à peu près 300 à 400 000 euros de bénéfices sur votre activité annuelle. Nous, on a un budget de 5 millions sur toutes les activités de la maison. Ça fait 2 ans qu'on a renoué avec les bénéfices. On fait 1 000 euros de bénéfices par an. Ça suffit. On n'est pas là pour faire des bénéfices. On est là pour ne pas perdre d'argent et pour essayer de soigner le mieux les gens. Résister. De toute façon, ils ne vous mettront pas dehors. Ils ont trop besoin de vous. Merci pour votre exposé. Je suis infirmière de l'équipe mobile de soins palliatifs du CHIC Castres-Mazamet, donc je suis hospitalière. Et auparavant, j'étais libérale. Donc votre projet est vraiment merveilleux.
Par rapport à la création de long séjour, donc ça va être payant pour les personnes? Alors, on fait des montages un peu... Nous, aussi bien la première maison que là, on fait construire par une société d'HLM sur un terrain que nous donne la ville. Donc on est déjà sur quelque chose de social sur lequel il y a déjà une tarification particulière hébergement. Ce qui fait qu'on construit un projet qui est un peu tiré par les cheveux, puisque théoriquement, les gens qui viennent chez nous devraient être des gens qui ont des prestations sociales qu'on doit récupérer pendant l'hospitalisation. Parce qu'on a une partie financement soins, c'est l'État, et la partie hébergement, c'est le Conseil général. Mais on a négocié l'abrogation de ça, c'est-à-dire qu'on a une enveloppe fixe et on ne récupère pas les prestations. Mais vous n'arriverez pas forcément à faire ça dans tous les départements, ça dépend du conseil départemental. Donc nous, on y est arrivé, c'est de la négociation, mais on y est arrivé. On a un prix de journée de 230 €, sur lequel on a 100 € conseil général, 100 € État, et 36 € exactement pour les familles et pour les malades. Mais comme c'est rattaché à la maison, on n'est pas dans le médico-social, on est dans le sanitaire. C'est pas parce qu'on a un financement conseil général qu'on est dans le médico-social, on est dans le sanitaire. Ce qui fait qu'on facture aux mutuelles les 18 € de forfait journalier et on facture nos chambres seules 60 €. Et on ne fait payer que lorsque les gens ont une mutuelle. Ce qui fait que les gens qui n'ont pas de moyens, ou même ceux qui ont des moyens mais qui n'ont pas de mutuelle, on ne fait pas payer. Par contre, dorénavant, on fera payer les gens qui ont des moyens, même s'ils n'ont pas de mutuelle. Parce que, s'ils peuvent le faire, c'est ça la solidarité. Autrement, les gens n'ont qu'à prendre des mutuelles. Mais voilà comment on a construit le projet. Donc, on considère que 50% des patients qui viennent ne pourront pas payer. Mais nous, on accepte les gens même qui n'ont pas de droits sociaux. Donc, quand on a des gens qui n'ont pas de droits sociaux, on encaisse 0. Mais on considère que dans le volant d'activité qu'on a, on n'a pas à sélectionner les malades en fonction des moyens. Après, on y arrive pourquoi? Mais parce que on est une association dynamique quand même, on organise des concerts, on organise des spectacles, donc on récolte des fonds. On récolte à peu près entre 300 et 400 000 € de fonds et de dons par an, entre les spectacles, les collectivités locales et les familles. Et donc cet argent que l'association qui porte l'établissement récolte, paye tous les postes que l'État refuse de payer, c'est-à-dire la socio-esthéticienne, l'animatrice, l'art-thérapeute. Ça, l'État ne paye pas, donc on le paye avec cet argent-là. On paye une prime aux salariés sur le principe du plan épargne entreprise, parce que quand on a une équipe qui est toujours présente, je ne peux pas faire tout en arrière, mais sur les 2 dernières années, je n'ai pas une journée où il m'a manqué une personne. C'est-à-dire que les gens s'auto-remplacent. C'est du temps de travail à 90% modulable. C'est-à-dire que leur travail est à 90% et c'est modulable en fonction des maladies, des absences, des congés. Donc c'est très très compliqué à organiser, mais ça marche. Donc ça mérite d'être valorisé. Et après, on a tout un travail avec le milieu culturel d'Aix, Marseille. Donc la chanteuse que vous avez vue, c'est une chanteuse d'opéra qui vient 2 fois par an. On a beaucoup de gens qui viennent produire des spectacles pour les résidents. On va assister à des spectacles et le personnel peut assister à toutes sortes de spectacles dans le territoire parce qu'on a des liens avec tout le monde et donc on a des billets gratuits régulièrement. Donc c'est le personnel qui en bénéficie. C'est des détails, des choses importantes. Et puis tous les 4 ans, on monte sur scène. On fait un spectacle qu'on produit nous-mêmes qui coûte cher parce que ce sont des productions où on travaille pendant 1 an et demi avec prof de danse, on enregistre intégralement le spectacle puisqu'on ne peut pas à la fois chanter et danser, donc on le fait en playback. Et les 3 dernières comédies musicales qu'on a montées, il y avait 4000 personnes dans la salle, donc on fait ça au Zénith. Et le prix d'entrée, c'est du vin ou du champagne et on fait la cave pour nos malades. Et c'est un spectacle qui nous coûte à peu près 150 000 € et qu'on arrive à autofinancer complètement avec des fondations, des collectivités locales. Et tout ça, ça nourrit le travail d'équipe. Donc, il y a beaucoup de créativité à la maison. Et
ça, c'est l'histoire qui veut ça. Ça ne se transpose pas, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles quand on donne la possibilité aux gens d'y aller, de le faire. Mais nous, nous, on n'est pas dans la même histoire. Et alors, on n'est pas dans la même histoire, mais on peut faire des choses. Regardez, cette dynamique, par exemple, artistique. On a présidé en 2010 le congrès de la SFAP, la Société française d'accompagnement et soins palliatifs. Eh bien, on a proposé à chaque région de faire... Vous savez, il y a toujours une soirée de gala. Alors, il y a une soirée de gala où on va écouter un concert, où personne n'a envie d'aller d'ailleurs. Et puis, et souvent, on n'arrive même pas à remplir la salle de ces concerts qu'on propose, ça ne correspond pas à tout le monde. Là, chaque région a proposé un numéro, et chaque équipe hospitalière a fait un numéro de spectacle. Il y a eu un casting, ils nous ont envoyé les vidéos, on a retenu on a fait tout le montage et tout. Et on a toutes les régions qui étaient là, enfin, en tout cas, 12 régions représentées qui ont fait, et on a fait une soirée cabaret comme ça, et on a monté un spectacle. Eh bien, pour chaque région, ils ont monté leur spectacle par équipe, et vous pourriez le faire pour le prochain congrès de 2018 à Marseille, on vous le demandera. Votre équipe, elle peut tout à fait proposer un numéro que vous allez construire ensemble et que vous allez présenter ensemble. Alors, il y a deux solutions, soit ça vous unit, soit ça vous fait exploser. Parce que ça mobilise beaucoup de choses. Mais souvent, c'est quand même plutôt réunificateur. Why not? Oui, bonsoir. Je suis Nelly, bénévole d'accompagnement, et j'aimerais que vous me parliez un petit peu de la place des bénévoles d'accompagnement dans votre structure. Voir un petit peu ce qu'elles font. Alors, ça a été toute une histoire. Parce qu'en 2010, on s'est fait bien engueuler quand même par la SFAP et par les associations de bénévoles, dont la SP, dont Jeanne Mave, en disant mais non, mais vous, c'est pas bien, parce que vous n'êtes pas des bénévoles d'écoute, vous êtes des bénévoles d'accompagnement. Et ça a été très très tendu dans la préparation du congrès, parce que j'arrivais pas à comprendre la différence. Alors on m'a expliqué, j'arrivais pas à comprendre pourquoi on dissociait les deux. Parce que, en fait, c'est vrai que les bénévoles de la maison, on a refusé toutes les associations. Mais on n'a pas refusé que des bénévoles d'associations deviennent bénévoles chez nous. On a refusé qu'une association vienne en tant que telle dans la maison. Mais tous les bénévoles, même d'autres associations, peuvent venir. Mais ce qu'on a voulu, c'est voulu créer un groupe qui est une entité et qui se reconnaisse en tant que groupe. Parce que ce groupe-là, il doit réfléchir dans sa manière de travailler à la maison. Donc ils ont un groupe de parole qui est spécifique aux bénévoles, et chaque fois qu'il y a le groupe de parole, on l'avait fait un temps, on l'a oublié pendant 2 ans, et là on vient de le remettre au goût du jour. Il y a toujours après une réunion d'1 heure avec un représentant de la maison, salarié, et sur un thème que les bénévoles auront choisi. L'autre fois c'était sur le sida, moi c'était sur les projets d'avenir et sur l'avenir de la maison, des choses comme ça. Donc c'est important pour nous qu'il y ait une culture maison. Et pour nous, il n'y a pas de différence entre l'accompagnant d'écoute et l'accompagnant de service. Parce que nos bénévoles, par exemple, ils vont faire des courses pour les malades. Ils vont, je le disais tout à l'heure, peut-être les aider à fumer. Mais quand il y a un malade qui va en consultation, c'est toujours un bénévole qui l'accompagne. Il n'y a jamais une ambulance qui part seule, il y a toujours un bénévole qui l'accompagne. Quand on fait des sorties, il y a des salariés et des bénévoles. Pendant la saison de l'été, on va à la plage pendant l'été, toujours en fin de journée. Je peux vous dire que là, on est sûr d'avoir de la place. Dès qu'il nous voit arriver, tout le monde s'en va. Mais quand il voit arriver les fauteuils, les gens, ça les angoisse, tout le monde s'en va. Mais tous ces moments-là peuvent être réalisés que parce que les bénévoles le font. Le dimanche, à Gardanne, c'est un beau marché. Mais les bénévoles en fauteuil roulant ou même très fatigués veulent y aller. Les malades, les bénévoles les accompagnent. Et quand ils s'accompagnent comme ça et qu'ils s'arrêtent dans un café pour boire un café ou une bière, ils discutent. Et l'accompagnement se fait comme ça, il y a des liens qui se créent. Parce que on a tout ce qu'il faut, on a une psychologue, on a tout ce qu'il faut. Tout le monde est habilité à l'écoute dans une structure comme la nôtre. Mais on ne va pas parler à l'un plus à l'autre en fonction de sa fonction, mais plus en fonction du feeling qu'on a avec la personne et de ce qui s'est passé.
On avait une bénévole qui conduisait pas très bien. Jusqu'au jour où les malades sont venus voir en disant « Je t'en prie, surtout, on ne veut plus monter en voiture avec elle. » Bon, voilà, tout est possible. C'est pour ça que moi je pense, alors évidemment, dans tous les systèmes, on en parlait tout à l'heure, tous les systèmes, il faut qu'il y ait de la discussion et du partage, parce que rien n'est idéal. Mais il faut faire attention de ne pas trop verrouiller les choses et laisser un peu la vie s'écouler quand même, comme on peut, avec les risques, avec ce qui peut se passer. Puis on est quand même là pour les récupérer, on ne tue pas les gens. Oui, il y a une autre question. Vous nous avez parlé donc des réunions de dossiers que vous faisiez donc avec l'ensemble des intervenants auprès de vos patients, y compris des non-soignants, sans que ça pose aucun problème au titre du secret médical partagé. Alors nous, en ce moment, on est beaucoup embêtés par notre direction par rapport à ce problème-là. Moi, ce que vous faites, c'est quelque chose que j'ai toujours fait jusqu'à maintenant aussi, donner accès donc à cette réunion de dossiers à tous les intervenants auprès des patients. Et là, donc, voilà, on est embêtés. On va créer le livret d'accueil de l'unité, puisqu'on vient juste d'ouvrir. On va l'écrire dans le livret d'accueil qu'il y a des réunions de dossiers, que tout le monde est tenu au secret médical. Est-ce qu'il faut aller au-delà? Est-ce qu'il va falloir qu'on demande à chaque patient son consentement pour qu'on puisse permettre, aux intervenants non soignants d'assister à cette réunion? Ça commence à devenir très compliqué. Oui, mais parce qu'on veut tout formaliser, donc c'est terrible. En même temps, ce que vous pouvez dire à votre direction, c'est qu'aujourd'hui, le dossier est consultable. On n'a plus, aujourd'hui, il est consultable par la famille, consultable après le décès, vous avez obligation de le remettre. On n'est plus du tout dans cette espèce de possession qu'on avait. Et puis on travaille dans une concertation. C'est une illusion de penser que dans un service, le secret est absolu. Vous savez pourquoi? Nous, vous avez vu les pochettes des patients, c'est des prénoms. On n'utilise pas les noms. Alors pourquoi on utilise les prénoms? Parce que quand j'étais généraliste et que je soignais des patients atteints de sida, j'allais à l'hôpital les voir et j'entendais dans le couloir « Monsieur Untel, il est dans telle chambre, il a ça. Madame Untel, elle a ça. » C'est une petite ville, Aix. Et Castres aussi. Hein. Enfin, c'est peut-être, je ne sais pas combien vous avez d'habitants, mais... 40 c'est encore 50 000. C'est le tiers d'Aix. Bon. Les gens se connaissent. Eh bien, dans les couloirs, on cite les noms dans un service spécialisé dans le VIH, qu'il n'y avait pas que des patients VIH, mais tout le monde sait que monsieur ou madame Untel est séropositif. Donc le secret, c'est une illusion. Donc nous, on a mis les prénoms pour justement ne plus citer de noms dans les couloirs et ne plus courir ce risque. Bon, alors maintenant, on n'est plus là-dedans, mais ça fait rien. On a continué comme ça. Et du coup, voilà, je crois que c'est pas vrai de dire que le secret professionnel est absolu, c'est impossible. Donc il vaut mieux considérer que c'est impossible et qu'on fait pour le mieux dans l'intérêt du patient que de faire croire qu'il est absolu alors que c'est pas vrai. Donc je pense qu'il y a des choses, et puis c'est dans l'intérêt du patient. Après, ben oui, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des dérives, il peut y avoir, bon ben, à ce moment-là, il faudra assumer, mais vous savez, les patients, ils ne se plaignent pas du fait. Si, des fois, quand même. Des fois, ça les agace de savoir qu'on parle d'eux et ils ne sont pas là, quand même. Donc, ils aimeraient bien savoir ce qu'on raconte sur eux. Et là où c'est risqué, et je pense que ça, c'est pour les psychologues, il faut que les psychologues sachent faire la différence entre ce que le patient leur dit, qui peut être transmis en réunion de transmission, et ce qui ne peut pas être transmis en réunion de transmission, parce qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de l'intimité qu'il faut préserver à tout prix. Et pas qu'avec les psychologues, mais en général, c'est eux qui arrivent à accueillir le plus d'informations. Mais ça peut être de la part de n'importe quel professionnel. Il y a des choses de l'ordre de l'intimité qui ne doivent jamais être racontées à personne.
Oui, donc moi je m'interrogeais sur le thème de cette soirée, c'est-à-dire un modèle pour demain. Vous arrivez à à projeter la maison dans 10, 20 ans, 30 ans? Je serai à la retraite. Justement, vous pensez à votre succession? Oui, bien sûr. On fait un très très gros travail de transmission en permanence. D'abord parce que on commence à avoir les gens du début qui partent à la retraite. Et là, on a une infirmière qui est là depuis l'ouverture, qui est partie le 1er avril à la retraite. Et d'ailleurs, c'était très chouette parce qu'il y a eu une créativité absolument incroyable pour lui rendre hommage. Donc c'est ce qui montrait qu'il y a quelque chose de sain là, en ce moment, hein, parce qu'on a eu des moments difficiles. Hein. Des moments de crise, on en a eu, hein, comme il peut y avoir dans plein d'endroits. Moi, je pense qu'on travaille la transmission surtout pour la continuité, déjà. Hein. C'est-à-dire que le premier projet était trop militant et il était petit, une famille, en fait, et beaucoup trop accrochés les uns aux autres. Ce qui fait que quand quelqu'un voulait partir, c'était très difficile, c'était vraiment un divorce. Ou un enfant qui s'en va, là, trop tôt, trop jeune, on avait du mal. Hein. Après, petit à petit, on s'est dit on ne peut pas continuer comme ça. Quand on a grandi, ça a été une crise très violente. Parce que ces personnes-là, très militantes, qui ont donné beaucoup et tout, pour eux, je les ai trahis. Parce qu'on est passé dans un projet moins personnalisé, avec plus de monde, et donc on perdait notre âme. Et pour certains, pas tous, mais pour quelques-uns, mais enfin ils m'ont fait payer cher, c'était, tu as fait ça pour toi, pour ton ego, alors que moi j'ai fait ça pour la durée. C'est-à-dire qu'à 12 lits, on aurait été bouffé comme les autres ont été bouffés par des hôpitaux, et moi je voulais qu'on garde notre autonomie le plus possible, et qu'on puisse travailler toujours en résistance de ce qui ne nous convenait pas, et ce qu'on a toujours fait jusqu'à aujourd'hui. Donc ça a été une crise très violente, très difficile, bon, on a rebondi bien sûr là-dessus. Donc on est tout le temps dans le travail de transmission, en se disant, tout peut arriver à tout moment, quels sont les fondements de la maison qu'il faut préserver toujours le plus possible. Et ça se fait chaque fois qu'il y a des mouvements, là, avec l'ouverture de la villa, ben forcément, là on a recruté 30 personnes. 30 personnes et 30 bénévoles. Comment voulez-vous que ça s'intègre? Ça, c'est pas possible si on n'est pas justement dans la transmission, pas uniquement dans l'accueil, mais aussi dans la transmission. Donc c'est un travail permanent. Et après, pour moi, ce qui était important, c'est de dire que moi, je donne une couleur à la maison. Je ne suis pas seul. Chacun de nous, chacun du groupe qui est là, des cadres qui dirigent, des gens qui sont depuis le début, on donne une couleur à la maison. Il faut accepter, si on n'est pas là, qu'une autre couleur existe. Mais il y a des bases auxquelles il ne faut jamais renoncer. Donc c'est ça qu'on essaye d'installer. Et pour moi, ce qui était important, c'était que la villa ouvre avec les gens qui ont fait la promotion de ce projet, dont un médecin qui est plus jeune mais qui est avec moi depuis le début, et que lui se retrouve dans la même situation que moi il y a 12 ans avec la première maison, de telle manière qu'il apprenne à diriger pour pouvoir me succéder quand je partirai. Et évidemment, après il y a le risque que je puisse partir avant, soit par maladie, soit parce que je meurs, soit pour des tas de raisons. Et à ce moment-là, évidemment, moi je fais tout ce que je peux pour installer en tout cas quelque chose qui ne les mette pas en difficulté. Ça c'est ma mission, qui est aujourd'hui accomplie, avec l'ouverture de la villa, les moyens suffisants pour résister, pour pouvoir continuer, et surtout ne pas avoir un directeur d'hôpital qui soit un administratif pur. Voilà. Alors tout le monde me dit, tu parles tout le temps de ta mort, mais je n'ai pas du tout l'intention de mourir, mais je prévois. Je n'ai pas fait mes directives anticipées, je ne sais pas comment les faire. Peut-être parce que je pense que je suis mortel, en fait, je suis comme vous. C'est compliqué les directives anticipées. Justement, à propos des directives anticipées, comment ça se passe à la maison? Parce que justement, comme vous dites, c'est quelque chose de difficile. Comment est-ce que vous avez une... On ne demande jamais aux gens s'ils ont des directives anticipées. On n'est pas bons élèves. Non, parce que, bon, d'abord, vous avez la personne de confiance. Vous savez, depuis 2005, qu'est-ce que c'est la personne de confiance? C'est une case qu'on remplit sans même savoir si la personne est au courant qu'on peut lui demander un jour des choses importantes.
Quel est le soignant qui explique au malade à qui on va dire quelle est votre personne de confiance, qu'est-ce que ça veut dire? Depuis cette nouvelle loi, on en a beaucoup plus parlé, c'est contraignant et tout, ça bouge, mais pendant 10 ans, qu'est-ce qu'on a raconté? Une case et on mettait un nom dedans. C'est-à-dire c'est la personne qui vient chercher le linge, qui ramène le linge propre, qui... Mais est-ce qu'on a expliqué à cette personne qu'elle peut être amenée à prendre des décisions graves? Les directives anticipées, bien sûr c'est bien et tout, mais nous on est dans un endroit où la parole circule et on prend le temps de cette parole. Donc on n'a pas besoin d'un écrit. On a besoin que la personne, si elle peut s'exprimer, elle le dit très vite. Quelles sont ses consignes? Et puis on intègre les familles, donc très vite on voit qui est la personne de confiance. Je ne dis pas que ce n'est pas utile, mais on est moins confronté à cette nécessité que dans des lieux où il n'y a pas cette recherche de dialogue et de réflexion autour du patient. Alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien les directives anticipées, ni la personne de confiance, mais voilà, on est moins confronté à ça. En même temps, c'est nécessaire, il faut le faire, et c'est bien, c'est une démarche à venir qui est utile. Mais on va un peu trop loin dans la contrainte. C'est-à-dire que le fait que les directives anticipées soient contraignantes, que la personne de confiance et les directives anticipées, on a obligation d'application. Et si on n'est pas d'accord, on peut s'en soustraire à une seule condition, c'est que dans la rencontre collégiale, il y a un médecin extérieur au service qui vient donner aussi son avis. Pourquoi un médecin? Pourquoi que un médecin? Pourquoi pas quelqu'un de la société civile? Pourquoi pas une infirmière, un psychologue? Pourquoi? Donc ça complique aussi les choses. Mais tout ça est nécessaire parce qu'il y a eu tellement de dérives dans la prise en charge des malades que c'est une manière de les protéger. Mais c'est pas dans les soins palliatifs que c'est le plus nécessaire, c'est partout ailleurs. Nous, la parole elle circule, et quand il y a de la tension, du conflit, ben on est plus à même des fois d'essayer de travailler dessus, même si on n'arrive pas à le résoudre, mais d'essayer au moins de dénouer un peu les choses, parce qu'on est nombreux, parce qu'on prend le temps, parce qu'on discute entre nous aussi pour essayer de trouver un consensus. Donc on a plus de chances d'arriver à améliorer les situations. On n'est pas parfait, hein, ça ne marche pas à 100%, mais on a quand même beaucoup plus de chances. Mais il faut faire ces directives anticipées, je crois que c'est important, et avoir des personnes de confiance. Mais il faut expliquer à la personne ce que vous attendez d'elle. Et si dans les directives anticipées vous dites « je ne veux pas de tuyau », ça ne suffit pas, parce qu'il y a des fois où il vaut mieux que vous ayez un tuyau. Hein. Ça va vous sauver. Donc c'est ça qui est un peu compliqué parfois. Et même dans les pays où les gens étaient plus disciplinés, vous savez en Allemagne, 14% de la population, hein, c'est tout. Hein. C'est pas non plus... nous c'est 2,5, bon c'est pas beaucoup. Mais bon 14% c'est pas non plus... Et puis la question de la sédation profonde et continue, de l'hydratation et de la nutrition, on a encore pour 1 heure. Hein. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire parce que dans l'esprit des gens, à partir du moment où on arrête la nourriture et l'hydratation, on tue la personne à petit feu. Et ça s'appelle, et c'est dans le texte de la première loi, le laisser mourir. Mais le laisser mourir, on peut entendre laisser mourir quelqu'un et vous l'accompagner, comme vous pouvez l'entendre laisser mourir, et on l'abandonne. Hein, donc tout ça, c'est comment on fonctionne. Et c'est pas parce qu'on dit qu'on a le droit d'arrêter l'hydratation et la nutrition parce que c'est plus un soin obligatoire qu'on est obligé de le faire. Des fois, on a des familles qui sont tellement accros de l'alimentation, on fera une alimentation 1 jour sur 2, on compose, chaque histoire est différente. L'hydratation, les gens disent oui, mais après la bouche sèche et tout. Non, la bouche sèche, si on veut que la bouche soit pas sèche, on traite la bouche. Parce que c'est pas en mettant 3 litres qu'on va avoir quelque chose d'agréable dans la bouche. Il faut faire sucer des glaçons d'ananas parce que l'ananas, ça a des propriétés décapantes et ça nettoie les bouches. Il faut hydrater avec des sprays, il faut faire des bains de bouche. Voilà, les bains de bouche, on peut les faire à l'extril, on peut les faire au bicarbonate de soude, c'est dégueulasse, ou on peut les faire au vin rouge. C'est nettement meilleur. Qu'est-ce qui empêche de faire des bains de bouche au vin rouge si quelqu'un a toujours aimé son vin rouge? Donc voilà, c'est après seulement il faut en faire 5, 6 par jour, il faut faire des soins de confort, il faut tourner les malades, il faut les asseoir, il faut les sortir du lit. Quand même, nous, les gens ils viennent à table jusqu'à la veille du décès pour certains quand même.
c'est pas un plateau repas qu'on vous met là devant et sur lequel on n'a pas pensé à vous aider à ouvrir le truc. Parce que attendez, moi je suis pas malade, mais combien de fois quand je veux ouvrir un espèce de machin comme ça, j'y arrive pas. Donc c'est tous ces petits trucs-là. Moi je suis très à cheval, je suis vraiment casse-pied. Quand j'arrive dans une chambre, que le téléphone n'est pas à côté, que l'appel malade n'est pas à côté, la référente elle est appelée sur le champ. Je dis qu'est-ce qui ne va pas dans cette chambre? Si le ménage n'est pas fait, s'il n'est pas fait convenablement et tout. C'est notre rôle de tout regarder. Parce que c'est ça qui fait la différence. Ce sont toutes ces petites choses qui font la différence. Vous savez, on avait un infirmier qui était au début de la maison et lui disait, quand on rhabille quelqu'un, il parlait d'un malade, et il disait par exemple, il faut savoir si ce vieux monsieur, il avait l'habitude de mettre sa chemise dans le slip et en dehors du slip. Et on lui demande. Et s'il avait l'habitude de mettre la chemise en dedans du slip, on lui met la chemise en dedans du slip. Parce qu'il a fait ça toute sa vie. Alors c'était rigolo, lui, parce qu'il faisait tout dans la maison. Et un jour, il était dans une chambre, et il est bricoleur. Donc, chaque fois qu'il y avait un pépin, c'était l'infirmier. Et alors, il va dans une chambre parce qu'il y avait une lumière qui ne marchait pas. Donc, avec le tournevis, il réparait la lumière. Et puis le téléphone sonne et la patiente, quelqu'un lui demandait est-ce que ça se passe bien. Elle disait oui, oui. Donc il avait réparé la lumière et après il avait mis la perfusion. Elle disait oui, oui, alors ici c'est sympa, c'est l'électricien qui nous met les perfusions. C'est cliché aussi. Bon, d'abord, on est très diplomate, hein, il faut, mais on travaille avec tout le monde et c'est vrai que la maison, elle rend service à pas mal de services hospitaliers parce qu'on est en lien avec leurs patients, à travers leurs patients. Donc après, on a peut-être des critiques dans notre dos, mais aujourd'hui, on a plutôt bonne réputation et ça se passe bien. Après, nous, on est dans la négociation tout le temps. Une chimiothérapie, par exemple, vous savez qu'en soins palliatifs, il y a des structures qui ne prennent les malades que s'ils n'ont plus de chimiothérapie, s'il y a un arrêt de traitement. Il y a des structures qui ne prennent que des malades atteints de cancer. Pourquoi? Il y a une maladie plus qu'une autre. Hein. Nous-mêmes, avec le VIH, on avait ouvert. Donc aujourd'hui, il faut que toutes les unités de soins palliatifs soient uniformes et qu'elles accueillent tous les types de pathologies et tous les âges. Et souvent, avec les patients qu'on reçoit qui ont encore des chimiothérapies, c'est un sujet de tension avec le service d'origine. Mais un sujet de tension sur lequel du dialogue peut être installé. Nous, on va dire, elle ne sert plus à rien. Eux, ils vont dire, il faut quand même le faire parce que c'est une chimiothérapie palliative. Alors, elle est palliative par rapport à quoi? Elle est palliative parce que le malade va respirer mieux? Elle est palliative parce que le malade va avoir moins de douleur? Ou elle est palliative parce qu'on ne veut pas dire la vérité? Donc après, tout ça, c'est du travail de négociation en permanence. Et souvent, les services de cancéro nous disent, mais attendez, nous, on fait du soin palliatif depuis toujours, les malades, ils meurent chez nous depuis toujours. Et alors, c'est pas pour autant qu'on fait du bon soin palliatif. Et un très bon service de cancéro n'a peut-être pas l'énergie suffisante pour faire du bon soin palliatif. Parce que c'est compliqué d'avoir accompagné quelqu'un, d'avoir impulsé en permanence, lui donner envie de se soigner, de continuer à se soigner alors que les traitements sont délétères, que les gens sont fatigués, vomissent, ils perdent leurs cheveux. Donc ces services-là ont une énergie à transmettre aux malades très forte. C'est compliqué de passer de l'autre côté de la barrière et de dire maintenant je ne vous fais plus rien. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit partenaire parce qu'il y a des choses que nous on ne peut pas faire à leur place et il y a des choses qu'eux ne peuvent pas faire à notre place. Moi je suis convaincu de ça. Et c'est pas parce qu'ils sont pas bons ou qu'on est meilleur ou quoi, c'est pas ça du tout, c'est chacun son métier et donc on est obligé de travailler en partenariat si on veut vraiment... Alors, certainement qu'il y a des gens qui critiquent, oui, ce que les gens peuvent dire c'est que on a des moyens que les autres n'ont pas et donc on a piqué les moyens à tout le monde. Ça c'est complètement faux. Voilà, chaque fois qu'on crée quelque chose, par exemple la Villa Isoi,
Elle coûte 1 200 000 € par an de budget de fonctionnement. L'ARS a mis dedans 250 000 € par an. C'est rien. On a trouvé l'argent partout ailleurs. Donc voilà, peut-être qu'il y a des choses comme ça qui peuvent ressortir. Mais on a toujours travaillé en partenariat avec les autres et ça c'est dans le domaine des soins palliatifs. Et avec les autres, eh bien comme on a beaucoup de demandes, moi dans les dispositifs d'admission, j'essaie toujours aussi de ne pas prendre des malades que d'un même service et de prendre à tour de rôle à chaque fois un peu de chaque hôpital pour pas non plus donner l'impression que je travaille qu'avec certains, que j'ai privilégié des relations pour ouvrir justement, essayer d'être... Mais c'est pas toujours simple, vous savez, notre milieu, le milieu médical, il n'échappe pas aux règles des égos, aux règles des difficultés relationnelles, et comme dans tous les métiers, hein, malheureusement. C'est pas parce que ça touche à la vie, aux gens, qu'on est plus exceptionnel. On fonctionne comme tout le monde. Après, bon, ça fait 20 ans qu'on est là et tout, les gens n'osent pas trop nous attaquer quand même. En tout cas, pas en face. Hein.